Quand la mélancolie, la solitude, une certaine tristesse s'exprime dans un visage, c'est quand même en peinture qu'on la trouve la plus profonde et la plus absolue, et aussi celle qui raconte le plus de couches d'histoire, comme il y a des couches de peinture. Et chez Hopper, je trouve que il est parmi les figuratifs modernes, celui qui a raconté le plus d'histoires et qui, dans la peinture, a intégré même tous les arts nouveaux. On dirait qu'il a intégré la photo, qu'il a intégré presque la télévision qui va exploser demain pour les ramener à la peinture et à la force de l'œuvre picturale. Et dès lors qu'il arrive dans ce monde d'images multiples et avec sa couleur à lui, qui reste toujours une couleur de base par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui d'images transformées, où les couleurs sont tordues, où l'image est à la fois polissée, photoshopée et artificialisée. Lui, il revient à une espèce de pureté primaire de la peinture comme des expressions, comme des mouvements, et donc la pureté primaire de la solitude. L'homme qui, sans doute pour moi, l'artiste, qui s'est approché à des prix abordables de ce qui me bouleverse chez Hopper, c'est Guy Pellart, qui est mort il y a peu. Guy Pellart, dans son trait, dans sa colorisation, dans sa manière de portraitiser et de mettre en situation des êtres souvent solitaires. Guy Pellart a exprimé avec sa patte à lui, et sa patte et sa patte, parce qu'il a beaucoup travaillé au crayon gras, il a beaucoup travaillé la matière pour faire une espèce de pont ou de mi-chemin entre les aquarelles et la peinture à l'huile. Il a travaillé beaucoup les matières qui apportaient de la douceur et aussi de l'âge. On avait toujours l'impression que ces œuvres picturales, et souvent d'ailleurs au crayon gras, étaient des choses qui avaient déjà vécu longtemps, et pourtant elles avaient été terminées la veille. Là où je me suis le plus retrouvé chez Pellart, et je suis tellement heureux d'avoir quelques originaux, des illustrations de ce qu'il a fait pour The Big Room, qui était l'œuvre qui racontait Las Vegas. Et dans ces Big Rooms, souvent les gens sont seuls. Quand on voit Jayne Mansfield, en majesté des pieds à la tête, elle est seule avec elle-même dans son miroir. On imagine une chambre très impersonnelle, un archétype de chambre de Vegas ou qui pourrait être sans doute à Miami ou dans les quartiers les plus banals, les plus vulgaires de Los Angeles ou des grands ballrooms, mais elle est dans une pièce qui doit ressembler à 350 autres chambres parmi 55 hôtels, et elle va se pointer dans un restaurant qui ressemble à tous les hôtels de Vegas, avec quelques vieilles fleurs et quelques dorures ou extravagances en plus. Elle est seule. Et finalement, quand on voit dans une autre chambre de Vegas ce président Kennedy assis à côté de quelqu'un, une femme qui est cachée par un coude, est-ce que c'est une assistante? Est-ce que c'est... Je ne pense pas que ce soit Jackie Kennedy, mais en tout cas, il est assis sur le divan, une espèce de canapé ou de liseuse, et il est entouré de quelques conseillers. Celui qui est sur la gauche, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est un habitant de Vegas, ou est-ce que c'est... il ressemble un peu à celui qui était son ministre de la Justice, qui s'appelait John Mitchell. Ça ressemble assez. Il est visiblement préoccupé. Il y a un clair-obscur qui rappelle certaines toiles de Hopper, avec un rouge un peu doré. Et puis, l'image que sans doute peut-être je préfère, c'est l'homme et son chien. Cet homme-là n'est pas n'importe lequel, c'est Meyer Lansky, qui était le trésorier de la mafia, qui est mort dans son lit, tranquille, et qui, visiblement, l'après-midi, dans des petites rues pavillonnaires, même si les pavillons ne sont pas en meulière de Las Vegas, promène son chien, et c'est lui qui était un peu le ministre des Finances de la mafia américaine. On peut à la fois, c'est vrai, donner beaucoup de noblesse à ces aspects matériels du beau vulgaire, mais c'est vrai que Guy Pellart défendait aussi son goût du beau vulgaire chez les femmes.
Mais ce qu'il voulait dire par beau vulgaire, on est d'accord, c'est une espèce de too much. Quand d'un seul coup, une femme va donner le maximum de chacun de ses atouts et même les grossir par un maquillage, par une manière de se vêtir, par une posture, une manière de marcher, de se démarcher, de se déhancher. Et il aimait ça quand il y avait une certaine outrance. Et là, on est vraiment dans le beau vulgaire, mais au sens presque franco-latin du terme. Et Guy avait ce goût-là, et finalement, c'était ce qu'on avait peut-être en commun, lui, moi et beaucoup d'autres, dans le goût qu'on avait des pin-up, et qu'on a des pin-up. Le goût des pin-up américaines, c'est pas les espèces de dépliants qu'on trouve maintenant dans les magazines plus ou moins X, où la nudité est absolue. Il y avait toujours une fantaisie qui était à la limite qui était une effronterie pas loin de la vulgarité. Mais ça, c'était les bienfaits des codes moraux américains. Le code Hays, qui a imposé aux actrices et aux acteurs de s'embrasser que séparés par une fine pellicule de plastique, ou de ne s'embrasser que dans l'ombre, on n'avait pas le droit de se toucher, était aussi très contraignant pour les illustrateurs. Donc quand on voulait montrer une jartelle, une petite culotte, montrer un haut de cuisse, ou le décolleté un peu plus profond que simplement une gorge naissante, il fallait trouver un prétexte. Donc les prétextes les plus futiles étaient pris par des illustrateurs dont on s'arrache toujours aujourd'hui aux États-Unis, mais à travers le monde, les illustrations originales qui étaient peintes à l'huile et qui ensuite donnaient des calendriers, des posters pour mettre dans les camions ou dans les chambres de GI. Il y avait Jill Elfgreen et Earl Moran, qui était beaucoup plus intéressant que le fameux Vargas. C'est beaucoup plus drôle, je trouve, beaucoup plus touchant, beaucoup plus amical et finalement, pourquoi ne pas le dire, presque plus sexy d'avoir ces jeunes femmes effrontées, souriantes, qui, parce que d'un seul coup, leur petit jupon se prend dans la porte coulissante d'un ascenseur alors qu'elles ont les bras chargés de commission, se retrouvent à moitié déshabillées. Tel autre, ayant sous le bras un balai à épousseter et sous l'autre un journal, est obligée de téléphoner. D'un seul coup, elle lève les bras, tout tombe et elle est à moitié nue. Comme j'avais pas une bourse de milliardaire et que, en même temps, j'étais quand même relativement à l'aise et que j'avais la chance, par mes activités dans l'audiovisuel, le cinéma, de voyager énormément et souvent aux États-Unis, ou dans des pays comme la Tchécoslovaquie ou l'Italie, qui dans les années 30-40 ont été extrêmement créatifs en design, à travers le monde, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, j'achetais et j'ai toujours cherché énormément d'objets des années 30-40. Évidemment des illustrations, des photos et toute une bimbloterie d'Americana qui évoquait ce beau vulgaire dont on a parlé déjà. Mais le design des années 30-40 est quelque chose qui m'a toujours à la fois ému et aussi assez bouleversé et enthousiasmé, parce que d'un seul coup, ça répondait à ce maître mot de Raymond Loewy, qui a été un extraordinaire créatif et designer de ces années 30-40 surtout, même s'il est mort au début des années 60 à Monaco, ruiné dans les casinos. Loewy avait écrit un bouquin qui s'appelait « La laideur se vend mal ». Et donc il a fait fortune, avant de toute la perdre, en allant dans toutes les zones de l'industrie, en expliquant, au lieu de faire des glacières, vous devriez dessiner un objet qui, parce qu'il est important pour tenir l'alimentation au frais, il pourrait être beau. Donc il a commencé à faire des arrondis. C'est lui qui a vraiment lancé tout le design des arrondis. On les retrouve dans les postes de radio, on les retrouve dans les réfrigérateurs, on les trouve dans de multiples verres et bouteilles qu'il a pu faire. Mais il est allé beaucoup plus loin. Il a redessiné les autocars, les fameux Greyhound qui font partie de l'imagerie américaine des années 40, 50, 60. C'est redesigné par Raymond Loewy. Ils ont été les premiers objets de l'ère industrielle de la distribution. Ils étaient répandus dans des millions de ménages et ils étaient beaux, souvent colorés, souvent magnifiquement chromés. Mais parce qu'ils étaient partout et banals, quotidiens,
on n'en prenait pas soin. Et aujourd'hui, ils sont redevenus des objets rares et uniques. C'est pour ça que je les chéris.